Bonjour Pierre Pajot. Bonjour Guy Ménard. Pierre, tu étais la personne tout désignée pour parler de formation cinématographique. Et pour parler en général. Pour parler en général. Dire n'importe quoi, je suis assez doué. T'es vraiment bon, Pierre. Ah, écoute, j'enseignais à demain. Écoute, ça marchait même. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on te garde. C'est la raison pour laquelle on a toujours besoin un peu un bouffon dans la pièce. OK, et c'est Pierre qui fait notre bouffon. Et en fait, ça fait plusieurs même années qu'on veut parler de l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. Parce que pour nos auditeurs, c'est une bébite un petit peu bizarre. Oui, On entend parler à droite et à gauche. Pour les gens qui voient les festivals, il y a certains courts-métrages qui sont réalisés à l'INIS. Et nous avons le bonheur de recevoir Jean Hamel, directeur général de l'INIS. Bonjour, Jean. Bonjour Guy. Bonjour, Pierre. Pierre, mon professeur de cinéma, c'est par lui que tout a commencé. Tout a commencé. C'est de sa faute! En disant des niaiseries, puis il a continué. Lui, là, il continue. Il a fait de moi un militant. J'espère. Oui, mais... C'est bien. Voulez-vous... Non, vous n'avez pas le droit de parler de Jean Hamel comme étudiant? Non, tu n'as pas le droit. Parce que c'était élogieux pas mal. En tout cas, laissez faire. Jean... Comme je le mentionnais, c'est une bébite particulière, l'INIS. Ouais. Mais on va profiter, parce qu'on a un peu de temps, un peu pour essayer de situer toute cette histoire. Hein? Parce qu'Ardon, on en parlait, puis moi, je me rappelle, là, je ne suis pas aussi âgé que Pierre, mais dès mes années à l'université, il y avait un mythe. Hein? Au Québec, on voulait avoir notre FEMIS, c'est-à-dire une école de cinéma. Plusieurs personnes ont travaillé à ça, puis finalement, ça a débouché sur l'INIS. Peut-être nous rappeler, parce que toi, tu étais un peu déjà, je veux dire, partie prenante là, de toutes ces discussions-là. Moi, j'ai été témoin de la naissance de l'INIS avant même d'y travailler. Là. C'est les circonstances qui veulent ça, mais moi, j'ai travaillé plusieurs années pour l'Association pour le jeune cinéma québécois, Festival Super 8 et tout ça. Cette fonction-là m'a amené à rencontrer Bernard Boucher, qui était directeur général de l'Institut québécois du cinéma. Il m'a invité à aller travailler avec lui comme chargé de projet, faire des enquêtes, des sondages, des études. Or, c'était à cette époque-là où j'ai commencé à travailler à l'Institut, ça veut dire en 88, que Fernand Dansereau était en train d'élaborer le projet qui est devenu l'INIS. OK? Donc, et puis Fernand, qui est à l'origine de l'INIS, lui, c'est un projet qu'il portait depuis le début des années 80, à l'époque là, de la commission Fournier sur le cinéma au Québec, qui a été tenue en 82. Fernand était un des membres du comité avec Guy Fournier. Puis, à la fin de ce comité-là, lors du dépôt du rapport, il a dit « Moi, je vais travailler à la création d'une école. » Tu as mentionné la FEMIS, puis effectivement, c'était un peu le modèle. Ouais, c'était ça qui était... Il y avait un mythe autour de la FEMIS à l'époque, puis qu'on voulait reproduire. Puis le nom, c'est pas anodin, là. Institut national de l'image et du son. FEMIS, à l'origine, c'est la Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Là. Alors, c'est sûr que c'était un peu le modèle, OK? Alors, donc, moi, j'ai eu l'occasion de voir Fernand travailler sur ce projet-là avec toutes les histoires abracadabrantes qui sont survenues dans le processus là, de création de l'école qui est devenue l'INIS, parce que dès le moment où il a été connu que Fernand travaillait à la création d'une école, tout d'un coup, il y avait d'autres groupes qui se sont manifestés. Alors, les forces cinématographiques du Québec ont levé... J'aimerais rappeler, en tant qu'historien en partie, là, c'est que Concordia, moi, j'étais jeune étudiant, j'arrive à l'Université de Montréal en 68. À ce moment-là, il y a juste l'Université de Montréal à peu près qui offre un peu de cinéma. Mais l'année d'après, Concordia ouvre un programme en cinéma. En quelle année, ça, Pierre? 69. Et là, c'était tout de suite assez costaud, assez solide. Là. Tu sais, nos étudiants y vont, là, puis ça donne de bons résultats. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ben oui, évidemment, écoute, encore aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y avait comme quelque chose là, mais ce qu'il disait, c'était ça, c'est pas pareil, ça, il faut créer une école indépendante. L'objectif derrière la création de l'INIS, c'était de créer un lieu qui allait être le chaînon manquant entre la formation universitaire
et le milieu cinématographique, là, les professionnels. Donc, d'établir ce lien-là en offrant des programmes qui se rapprochaient davantage de la réalité que des programmes universitaires où la façon dont on tourne des projets cinématographiques est liée à la participation des étudiants. Là. Oui. Il n'y a pas de contraintes d'ordre syndical, il n'y a pas de contraintes financières particulières. Tu peux en simuler, mais c'est pas... Ouais. C'était... Alors, l'INIS a vraiment été créé pour dire, non, nous, on va préparer les gens à intégrer le milieu professionnel en ayant les bons outils. Parce qu'en fait, c'est la mise en place de l'INIS avec Louis Spiclair. Louis Spiclair est arrivé, oui, 94-95, mais entre le moment où Fernand Dansereau et l'ensemble du milieu, là, parce que, là encore, moi, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle, à l'Assemblée générale de fondation de l'INIS, où il y avait une soixantaine de représentants du milieu du cinéma et de la télévision présents, là, des diffuseurs, des producteurs, des créateurs, qui ont donc, puis dans les rapports qui ont été soumis au gouvernement pour obtenir du soutien pour créer l'école, tous les noms sont là. Donc, on parle d'un groupe d'une soixantaine de professionnels qui sont les membres fondateurs de l'INIS. Et à la tête de ça, il y avait Fernand Dansereau. Ça, c'est 91. Fernand dépose au gouvernement une demande formelle pour créer une école selon le modèle européen. Là. Une école sur plusieurs années où on allait aborder, oui, les métiers de base, là, scénariste, réalisateur, producteur, mais aussi les métiers techniques. Or, ce projet-là était tellement coûteux à mettre en place que les gouvernements ont dit non, malheureusement, là, vous visez trop gros. Nous, il faut que vous revoyiez votre projet. À ce moment-là, Fernand a quitté. C'est Pierre Roy qui a été à Télé-Québec, puis est allé à Chastral après, mais qui était un homme très influent dans le domaine de la télévision, qui a pris le relais à la présidence. Il y a eu une reformulation du projet pour ramener ça autour des 3 métiers de base. Là. Donc, scénariste, réalisateur, producteur. Et là, nouveau projet soumis au gouvernement fédéral et provincial, accepté. 94-95, Louis Spiclair est engagé comme directrice générale, recrute les premières équipes. Et 96, c'est la première cohorte qui entre à l'INIS. Parce qu'en 96, OK. Parce qu'en fait, l'INIS fête ses 30 ans. En janvier, on va fêter les 30 ans. On va commencer à parler effectivement des activités qui vont entourer le 30e anniversaire de l'INIS. Okay. Et lorsque les premiers étudiants rentrent en 96, essentiellement, c'est une formation je voyais 18 mois. C'est ça. Les étudiants... C'est différent d'aujourd'hui. Oui, on l'appelle le programme long. Ouais. Pour nous, à l'interne, on l'appelle le programme long parce qu'effectivement, les étudiants entraient pour 18 mois. Ils faisaient comme 5 mois autour du documentaire. Ils faisaient un autre 5 mois autour de la télévision. Ils faisaient tout, là. Puis un autre 5 mois autour de la fiction. Puis là, ça totalisait à peu près 18 mois là, de présence. Ça a duré à peu près 4 ans parce que là, il y avait un problème de recrutement. Puis il y avait aussi, à l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque, quand on parle là, des années 96, l'intégration des différents genres n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Tu faisais de la télé, tu faisais du cinéma, tu faisais du documentaire. C'était différentes maisons de production, différentes approches, différents individus. Aujourd'hui, là, tout ça est mixé. Là. Fait que, mais ça commençait à apparaître. Fait que là, on avait des étudiants qui disaient, bon, moi, je ne veux pas faire de télé ou je ne veux pas faire du documentaire ou je veux faire du documentaire, je ne veux pas faire de la fiction. Si je veux avoir mon diplôme, il faut que je fasse 18 mois. Fait que rapidement, le conseil d'administration, l'équipe de Louise, les formateurs de l'époque ont dit, bon, OK, on va scinder les programmes plutôt que de faire 18 mois, on va les segmenter. On va avoir un programme télé, on va avoir un programme cinéma. Le programme documentaire, pour des raisons là, que je ne connais pas, je n'étais pas là à l'époque, a été mis de côté. Puis, il y a eu la création du programme Média interactif parce que ça aussi, là, ça commençait à être présent. Et ça, là, on est en 2000-2001 à peu près. On a changé la formule, toujours autour des 3 métiers de base. Donc, scénariste, réalisateur, producteur, mais des programmes de 6 mois
sur des genres en particulier. Et là, ça l'a décollé. Là, les gens se sont mis à s'inscrire parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un parcours court puis spécialisé dans un domaine. C'est mieux. Moi, il me semble qu'à l'époque, on disait qu'il fallait que les étudiants, pour être acceptés à l'UNIS, devaient d'abord avoir comme l'équivalent d'un diplôme universitaire. Ça n'a jamais été une exigence. Ça n'a jamais été une exigence? Ça a toujours été un atout. Un atout. Nous, puis moi, bon, j'apparais à ce moment-là, là, parce que moi, j'ai commencé à travailler à l'INIS en 2004, là, comme directeur des communications. Ça fait que j'étais assez proche là, du début de la transition, là, puis donc de cette nouvelle façon là, d'offrir la formation. Puis le diplôme universitaire, on demandait si c'était un atout, mais il n'était pas exigé. Il n'est pas exigé. Ce qu'on a toujours, puis c'est encore le cas aujourd'hui, ce qu'on cherche, nous, c'est des étudiants qui ont une vision, qui ont une volonté de s'exprimer par le médium audiovisuel, là, quel que soit le genre qu'ils ont adopté, mais qu'on sente qu'ils ont une signature aussi, qu'ils ont quelque chose à dire et éventuellement qu'ils aient une expérience antérieure. Parce que l'âge moyen, puis ça, on peut remonter à... Au début, là, l'âge moyen, c'était peut-être 22-23 ans. Les premiers étudiants sur le programme. Oui. Aujourd'hui, là, depuis que moi je suis là, 2004 jusqu'à aujourd'hui, là, l'âge moyen, c'est 30-33 ans. C'est vrai? Oui. Ah, donc, ils ont un vécu, là. C'est ça. Ça fait que ça s'est beaucoup transformé. Fait que c'est vrai que les gens ont tendance à se rappeler l'INIS du début. OK, des jeunes qui vont apprendre. Mais c'est plus tout à fait ça. Nous... L'INIS, c'est un centre de formation professionnelle. On dit école de cinéma, mais c'est un centre de formation professionnelle. Ça s'est transformé, on va revenir, mais depuis ses débuts... Ça a toujours été ça. Mais une anecdote entre école et centre de formation professionnelle. OK? Moi, quand j'ai commencé à travailler aux communications, il y avait Jeannette Bertrand qui enseignait déjà à l'INIS. Okay? Elle enseignait au programme télévision. Elle enseignait donc l'écriture dramatique télévisuelle. Elle avait sa classe, on disait vraiment que c'était la classe de Jeannette. Elle était juste à côté de mon bureau. Puis moi, quand je suis rentré à l'INIS, la campagne de promotion qui avait eu lieu l'année précédente, c'était une campagne qui était axée beaucoup sur... avec des images d'objets liés à la petite école, OK? Mettons, tu voyais un aiguisoir à crayon. Là, tu avais un crayon dans l'aiguisoir. Puis ce qui sortait de l'aiguisoir, c'était de la pellicule plutôt qu'un résidu là, de bois. Jeannette Bertrand, pendant une pause, elle sort de sa classe, elle rentre dans mon bureau, elle voit cette affiche-là, puis elle dit « Ça, là, c'est pas l'INIS. » Je dis « Pourquoi? C'est une belle campagne. Hey, ça a été fait par une maison de publicité, là, tu sais, d'envergure, ça. Il y avait des gratuités là-dedans. Okay. Mais elle dit « Non, nous, on est un centre de formation professionnelle. On n'est pas une petite école. On accueille des gens qui savent déjà tenir leur crayon, qui savent déjà écrire, mais on les amène plus loin. » Hey, pour moi, là, ça a été un révélateur là, déterminant dans la suite. Dans le 30e, on ne peut pas faire l'hommage à Jeannette. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais parce que là, ça resituait l'affaire. C'est sûr qu'on utilise encore le mot « école », puis on fait partie de l'Association des écoles supérieures d'art du Québec. C'est sûr qu'on met l'accent sur la création, mais... on est un centre de formation professionnelle parce que les gens qui viennent ont déjà une carrière, des fois dans le domaine de l'audiovisuel, d'autres fois, ça va être un journaliste ou un psychologue qui va venir faire un programme en documentaire parce qu'il veut justement pouvoir utiliser le médium cinématographique ou télévisuel pour s'exprimer parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'il y a un background, parce qu'il y a du contenu, parce qu'il y a du vécu. Mais en fait, Jeannette, elle avait raison, parce que en fait, vous n'êtes pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Exactement. On ne relève pas du ministère de l'Enseignement. Non. Nous, on relève du ministère de la Culture et des Communications, comme plusieurs écoles supérieures d'art. Comme les écoles supérieures d'art, de théâtre, tout ça. Oui. C'est pour ça qu'il existe une association qui regroupe les écoles supérieures d'art au Québec, là, dont on fait partie. OK. Ça se tient. Nous sommes en compagnie de Jean Hamel, directeur général de l'INIS. Voilà. Jean, il y avait toujours un peu un mythe autour de l'INIS, hein, qui disait qu'il collait parfois trop près de l'industrie. Hein. Au début, on entendait ça. Aujourd'hui, on l'entend beaucoup moins. Comment ça a fait
pour le passage là, entre ce genre de reconnaissance de l'école en tant que quantité à ce qui était peut-être finalement un peu la suite là, de soit Radio-Canada, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu ça, Jean, là, faut pas se le cacher, hein, pendant un certain temps. J'ai pas... T'as tout entendu, toi. J'ai tout entendu, mais, OK, faut comprendre c'est quoi la mission. OK? Mm-hmm. Nous, la mission, comme je l'ai dit, là, c'était d'offrir là, le chaînon manquant entre les gens qui avaient déjà une expérience puis le vrai milieu. OK. Nous, pour arriver à ça, on offre donc des programmes de formation qui permettent d'acquérir les compétences qui vont favoriser l'employabilité des gens qui veulent travailler dans le domaine de l'audiovisuel. OK? Employabilité. OK? Donc, ça veut dire d'acquérir des compétences particulières. De la communication à l'intérieur d'un groupe de créateurs. Ça veut dire vivre avec les contraintes qui vont vivre dans la réalité du milieu professionnel, etc., etc. Ce qui fait que les attentes du milieu créatif de l'audiovisuel vis-à-vis les projets étudiants qui sortaient de l'INIS étaient telles que ce qui sortait de l'INIS n'était pas tout le temps innovateur, OK? Parce que le projet étudiant, pour nous, est avant tout un exercice qui permet d'acquérir des compétences. Puis on le dit aux étudiants, vous venez ici parce que vous voulez faire un court-métrage ou une série web ou un court-métrage documentaire pour avoir une carte de visite, c'est normal. Mais n'oubliez pas que là-dedans, il y a un processus d'apprentissage. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Alors, c'est sûr. On est content, par ailleurs, quand il y a un beau film qui sort, puis qui circule, puis il y en a, je veux dire, on a des centaines de sélections par année, mais on ramène toujours ça à c'est quoi, votre posture d'apprenant, quelle est-elle? T'sais? Mais là, en tant qu'enseignant, moi, je me pose la question, c'est quoi l'encadrement pédagogique qu'on vous offrez aux étudiants? Parce que c'est des gens du milieu qui sont là et eux veulent avoir cette formation-là. Comment vous les encadrez? Mais nous, parce qu'il n'y a pas la compétence qu'on peut retrouver. Est-ce que vous avez ces termes-là qu'on peut retrouver au ministère de l'enseignement supérieur et ainsi de suite ou non? Là, c'est qu'en fait, pour un cours, il y a des compétences qui sont associées avec ça. C'est quoi l'objectif du cours? Mais avant de parler du cours, il faut parler du programme. OK? Donc, nous, on implante un programme. OK? Comme on dit, notre programme fiction ou notre programme documentaire ou notre programme d'écriture de scénarios de fiction. OK? Donc, il y a un programme. Quel est l'objectif de ce programme-là? Quelles sont les compétences qu'on va acquérir pour chacun des profils qui va être accueilli dans le cadre du programme? Donc, les scénaristes qui vont faire le programme fiction, c'est quoi les compétences qu'ils vont acquérir? OK. Qui va s'assurer que ces compétences-là vont être acquises? Alors là, il y a un comité pédagogique qui est formé au départ, là, donc il y a un programme qui est identifié. Il y a un comité pédagogique qui est formé. Donc, si je reprends l'exemple du programme fiction qui a cours actuellement, OK? Donc, un comité pédagogique, ça veut dire qu'il y a un responsable pour chacun des profils. Donc, profil scénariste, c'est Christine Doyon, la scénariste de Vampire Humaniste, puis d'autres projets. Elle s'occupe des scénaristes. Réalisateur, c'est Philippe Gagnon, okay, qui a fait, je pense que c'est le gars qui a fait le plus de longs métrages au Québec de toutes sortes, là. Puis le profil producteur, c'est André Dupuis, d'Amalga, celui qui a produit Rue, qui a produit Menteuse cet été, qui a fait la série Sorcière. Alors, ces trois-là, ils sont responsables d'accompagner chacun des profils. À ça s'ajoute une chargée de projet, qui est comme celle qui assure la cohérence du calendrier, de l'horaire, tout ça, et la direction des programmes. Okay? Donc là, c'est une personne qui, elle, a la vision globale de notre offre de formation, qui siège aussi sur le comité pédagogique. Donc, il y a 3 professionnels actifs, 2 employés de l'INIS. Après, la trentaine de professeurs qui vont venir ponctuellement donner un cours de 3 heures, de 15 heures, c'est tous des professionnels actifs. Donc, ce qu'ils viennent enseigner, là, c'est la réalité du moment présent. Là. Quand quelqu'un vient parler de financement avec les producteurs, là, il ne parle pas de ce qui existe l'année dernière. Il dit « Oh, hey,
J'avais préparé mon cours, mais ils viennent de changer. Téléfilm vient de changer. Bon. Ils viennent de changer. La SODEC a créé un programme pour créateurs de contenu. Pensez-y. Fait que l'encadrement pédagogique est basé sur la réalité. Là. Puis après, il y a des trucs, il y a des formations qui sont plus empiriques. Là. OK, donc, un prof qui parle, ils prennent des notes, mais il y a beaucoup d'exercices pratiques avant d'arriver à des projets. Ce qu'on appelle projet pour nous, c'est les projets qui sont comme complets, avec un générique et qui sont susceptibles d'être diffusés. Mais avant de faire les projets, il y a des exercices pratiques aussi. Là. OK, tournage d'une scène avec 2 comédiens pour expérimenter les dialogues. OK, lecture publique des scénarios avec des comédiens pour entendre les dialogues, comment ça sonne, puis de faire des modifications en cours de route. Donc, ils sont vraiment confrontés à toutes les étapes, à ce qui se passe vraiment dans le milieu. Mais c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que même pour nous, ça reste une bébite un peu particulière, l'INIS. C'est une bébite. C'est une bébite, C'est une bébite. C'est un modèle qui, même à l'international, n'existe pas à notre connaissance. Okay? Non, D'avoir des formations intensives de 6 mois à temps plein, ça n'existe pas. Il y a des trucs qui s'apparentent un peu, mais vraiment, cette forme-là, axée autour des gens qui portent le projet, là, ce qu'on appelle l'équipe créative, c'est assez unique. Même à l'intérieur de l'Association des écoles supérieures d'art, on est une bébite. Oui, hein? Mais moi, j'ai pas peur d'être une bébite. Là. Je veux dire, j'espère bien, c'est le fun. Ça nous offre aussi une flexibilité, une capacité d'adaptation pour toujours ajuster nos formations en fonction des besoins réels du milieu. Parce que c'est ça la particularité. Et je pense que le défi de l'INIS, c'est d'être au diapason, je veux dire, de l'industrie cinématographique. Oui. Parce que entre ses débuts, puis le cloisonnement qu'on avait avec la télé, puis les différents genres, aujourd'hui, on est ailleurs. On le sait, je veux dire que les gens du cinéma vont travailler à la télé, les gens de la fiction vont faire du documentaire, le documentaire va faire de la fiction. Fait qu'il y a eu comme un mélange, je veux dire, des genres et des modèles avec les temps. Et ça l'a aussi énormément influencé, je veux dire, la transformation un peu de l'INIS. Tu sais, l'INIS a évolué avec aussi en tenant compte des transformations du milieu. Mais il y a un élément aussi important dans l'histoire de l'INIS, c'est qu'en 2016, OK, nous, du début, là, de 96 jusqu'en 2016, on offrait nos programmes donc qu'on appelle les formations de création, des formations en temps plein de 6 mois. Mais en 2016, on a été reconnu comme mutuelle de formation du secteur de l'audiovisuel. Okay? Ça, c'est un statut qui est accordé par le ministère de l'Emploi, par le biais de la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT. Qu'est-ce que ça fait, ça, une mutuelle de formation? Ça a le mandat d'offrir des formations spécifiquement aux travailleurs déjà présents dans le milieu. Ceux qui sont déjà dans le milieu. OK? Fait que si je vous pose la question, là, combien d'étudiants passent par l'INIS à chaque année? En incluant ces formations-là, ça doit être... Ça a donné 300, quoi. Oui. Moi, je dirais 600. Bien, c'est 900 en moyenne par année. OK? Fait que l'INIS est passé d'une organisation qui accueillait, mettons, entre 20 et 30 étudiants en moyenne par année à une organisation qui accueille près de 900 personnes en moyenne par année. Là-dedans, il y en a qui sont là pour une journée, d'autres qui sont là pour 3 jours. Mais on intervient auprès de 900 individus en leur permettant d'acquérir des compétences qui leur permettent de continuer à travailler dans le milieu, de progresser, de se réorienter. Ça a été un shift important à l'INIS. Oui. Et moi, j'ai appris plein de choses en faisant un peu ma recherche, parce qu'au niveau de ces formations, entre guillemets, dites professionnelles, on peut les appeler de cette tout à fait. C'est le nombre de formations que vous offrez. Là. Je donne un exemple. Là, le 19 janvier, il y a une formation hybride, 18 heures, s'approprier les outils de l'intelligence artificielle en audiovisuel, de l'idée au concept. Ben, c'est censé. Puis ça, il y en a là, des pages et des pages. Des pages. J'ai été extrêmement surpris à quel point, je veux dire, vous êtes vraiment
collez au milieu, aux exigences du milieu et que vous offrez finalement ces formations spécifiques pour permettre aux gens, je veux dire, de s'arrimer avec les nouvelles réalités cinématographiques. C'était l'exemple que tu donnes, il est important parce que justement, ça illustre, tu sais, que l'IA arrive, OK? C'est indéniable. C'est déjà très présent. Le milieu est craintif par rapport à ça. Alors, c'est quoi notre rôle? Notre rôle, c'est d'offrir des formations d'introduction, de se familiariser avec certains outils, pas de défendre l'IA puis de dire, bon, ben là, ta job elle va disparaître, mais c'est de dire, il y a le moyen de comprendre l'usage éthique, responsable de l'IA. Pour ça, la formation est un outil important. Fait que ça, c'est un exemple. On a développé l'année dernière un micro-programme. Ce qu'on appelle un micro-programme, donc c'est des programmes d'à peu près 8 semaines, là, sur la conception d'expériences immersives. OK? On le voit là, de plus en plus, là, les créations pour dôme, les créations immersives avec casque. Ben oui. Ben là, il y a tout un pan. Tu sais, les réalisateurs qui travaillent dans les modes traditionnels, ils ont une opportunité là de développer une nouvelle expertise, des nouvelles opportunités de création. Bien, on a développé un micro-programme. Puis les gens qui ont adhéré à ça, là, qui se sont inscrits, c'est des gens qui ont un background incroyable, mais qui sont venus. Michel Lame est l'un des formateurs. Michel Lame, c'est un diplômé de 2004 en cinéma. Ben oui, Michel Lame, on le connaît. Puis lui, aujourd'hui, il fait presque exclusivement de la création immersive. Là, pour faire une création d'ombre qui est produite par un autre diplômé de l'INIS qui a fait le programme documentaire, Patrick Fauquemberg. Fait que, tu sais, on a dit à Michel, bon, ben viens partager ton expérience à des gens qui vont se familiariser avec cette nouvelle forme là, de création. Là, tu m'ouvres la porte. Quels sont les rapports que l'UNIS a avec les autres formations? On ne les appellera pas des écoles, là, mais avec les autres formations à travers le monde. Est-ce que vous entretenez des rapports étroits avec ce qui peut se faire en Europe, ce qui peut se faire aux États-Unis ou tout? Ou si vous êtes encore, il y a encore une petite bulle, là? Ça c'est le rêve, OK? Dans le sens, jusqu'à il y a 2 ans, on avait un soutien financier qui nous permettait d'avoir des échanges d'étudiants avec des écoles européennes. Entre autres, on a fait beaucoup d'échanges avec l'école de cinéma et de télévision de Munich, là, le HFF, où on accueillait leurs étudiants qui venaient tourner un projet au Québec et ils accueillaient nos étudiants qui tournaient un projet documentaire en Allemagne. C'était très riche comme expérience, puis ça nous permettait de garder contact. Le financement n'est plus là, on ne peut plus se permettre ça. Toutefois, on travaille beaucoup avec d'autres institutions canadiennes comme le Canadian Film Centre puis le National Film Institute. Justement, on se présente comme étant le trifecta, là, c'est-à-dire les écoles de formation professionnelle dans le domaine de l'audiovisuel qui œuvrent sur l'ensemble du Canada parce que certaines de nos formations concerne aussi des gens qui sont à l'extérieur du Québec. On est un partenaire de ce qui s'appelait auparavant, là, attendez, là, on a travaillé avec la PFC, mais avec le regroupement des réalisateurs indépendants, ce qui s'appelait le FRIC, là, puis ils ont changé de nom, puis j'oublie le nouveau nom, là, le Front des réalisateurs indépendants du Canada. Avec TFO, on a des projets. Bref, on essaie d'être présent au départ au Canada francophone, puis après à l'international, c'est un rêve, mais on y arrivera peut-être. Parce que, effectivement, moi, j'aimerais parler, je veux dire... Je veux parler de l'étude ici, là. Exactement. Tendance, enjeux et compétences 2026-2029. Effectivement, quand j'arrive à une des pages de conclusion, ça dit galvanisé par l'impression des nouveautés technologiques, les changements sociodémographiques, etc. Donc, c'est ça, les pressions que tu vis, que tu acceptes, que tu aimes. Hein, que tu réponds à. Exactement. Cette étude-là, quand je vous ai dit qu'on est devenu mutuelle, ça, c'est un des mandats qu'on a à titre de mutuelle de formation. Okay? Une mutuelle de formation du secteur de l'audiovisuel doit offrir des formations, mais doit aussi établir c'est quoi les besoins. Pour établir les besoins, il faut faire des études.
Cette étude-là a été confiée à Louise-Hélène Paquette, qui est une chercheure reconnue. On a créé des ateliers là, de consultation. Plus de 70 personnes ont participé à ces ateliers-là. Il y a eu des entrevues avec des individus particuliers là, qui avaient de l'expertise pointue sur les différents sujets. Il y a eu une consultation, là, la bibliographie de l'étude a fait comme 20 pages. Je pense qu'il y a comme 300 articles qui ont été consultés. Elle a fait une observation puis une veille de ce qui se fait à l'étranger pour arriver à établir quelles sont les tendances qui se manifestent déjà, mais qui vont s'accroître dans les 3 prochaines années. À partir de ces tendances-là, quels sont le type de compétences à acquérir? Puis là, il y a eu 9 catégories de compétences qui ont été identifiées. Puis pour chacune de ces catégories-là, des compétences spécifiques identifiées qui mériteraient d'être acquises par les travailleurs. Il y en a 53. Okay? Wow. Puis là, ça va des compétences sur le savoir-être, puis des compétences sur le savoir-faire. Fait que il y a beaucoup de... Puis même dans l'ensemble de nos formations, le savoir-être est important. Je l'ai mentionné au départ. Permettre à nos étudiants là, de travailler sur la communication là, entre un scénariste, un réalisateur, un producteur, un réalisateur, entre 3 personnes ensemble qui partagent le même objectif de faire le meilleur projet possible. Savoir-être est important. On l'a vécu, là, le milieu du cinéma, de la télévision, là, le MeToo qu'il y a eu. Je veux dire, ça dépend de quoi, ça? Ça dépend du comportement. Donc, c'est le savoir-être. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qui concernent là, de savoir gérer le stress, de savoir gérer ses communications avec les autres, mais aussi beaucoup d'éléments sur le savoir-faire, c'est-à-dire comment formuler une critique, comment appréhender l'intelligence artificielle, comment se comporter dans un groupe où tu as une nouvelle génération qui apparaît avec des ambitions et des valeurs différentes de l'ancienne. Alors, tout ça, là, c'est important à maîtriser. Puis c'est intéressant parce que dans le savoir-être, on oublie que le cinéma, bon, mis à part un peu l'animation, là, qui est une bébête ça aussi, à part, c'est un travail d'équipe. Et parce qu'on parle beaucoup du cinéma en tant qu'industrie, mais au départ, c'est des relations interpersonnelles, intergénérationnelles, et que si on n'est pas apte à savoir comment, je veux dire, organiser un plan de travail puis à gérer le rapport qu'on a avec les autres, on est un peu dans la merde. Puis nous, c'est pour illustrer ça que c'est un travail d'équipe. Tous les projets qui sont faits par nos étudiants, là, si on prend un court-métrage de fiction, par exemple, ça ne va jamais être un film de. Ça va être un film scénarisé par, un film réalisé par, un film produit par. Court-métrage, on va dire. Ça, c'est important, tu sais, parce que nous, on veut semer une graine chez ces gens-là qui sont, malgré qu'ils aient 30-33 ans, qu'on considère encore comme des gens émergents parce qu'ils ont encore des compétences à acquérir. On veut semer la graine que, oui, c'est un travail d'équipe, puis que ce projet-là que vous portez, là, il n'appartient pas à une personne. Et ce qui m'a frappé dans votre étude, je ne l'ai pas toute lue en détail parce qu'elle faisait 120 quelques pages, là, elle est énorme, mais c'est vraiment la dimension éthique. Oui. Parce que on en parlait par rapport à l'intelligence artificielle, on en parlait beaucoup par rapport à ces nouvelles plateformes, hein, parce que mentionner TikTok, YouTube à certains moments, et que effectivement actuellement 80% presque du contenu, je veux dire, de l'image est généré automatiquement, là, je veux dire, où ça va le devenir. Donc, notre rapport qu'on a aux images, notre rapport éthique qu'on a aux images devient critique devient extrêmement important. C'est votre défi actuellement, l'INIS. C'est sûr, c'est notre défi. C'est clairement... C'est le défi de l'ensemble du milieu. Puis là, on n'est pas le seul intervenant responsable là, de rendre les choses meilleures et bénéfiques pour tous. Là. Nous, on est un acteur dans le milieu. On essaie de faire en sorte de jouer notre rôle à l'intérieur de l'écosystème, puis je pense qu'il est important. Mais là encore, notre statut mutuel fait qu'on regroupe autour de la table 20 associations professionnelles. Là. Tous les syndicats, l'Actis, la Sartec, l'UDA, la RRQ, des coops comme Spira, comme Paralleuil, sont regroupés à l'INIS, OK? Et se réunissent... Il y a des intérêts qui peuvent être divergents, ça, mon ami. Oui, puis
Oui. Mais nous, on aime dire qu'on est la Suisse. Okay? Fait que quand les gens s'assoient autour de la table, c'est le blender. Ils doivent penser en termes transversal. Okay? Regarde Pas essayer de regarder les choses spécifiquement en fonction de leurs besoins propres à leurs membres, là, mais dire, OK, de façon transversale, qu'est-ce qui est utile et pertinent pour le milieu? Parce que quand on est mutuelle de formation du secteur de l'audiovisuel, ça ne veut pas dire qu'on est au service spécifique des techniciens ou des réalisateurs. On est au service d'un secteur. Fait que la secrétaire là, de production là, est aussi importante dans l'écosystème que le réalisateur quelque part. Là. Absolument. Fait qu'elle est une travailleuse du secteur de l'audiovisuel aussi. Là. Donc, on doit en tenir compte. T'sais. Je prends l'exemple extrême, mais c'est la réalité. Est-ce que je peux te parler d'argent? Ah oui. À la dernière Assemblée générale de la Cinémathèque, ouais. Il y a Marcel Jean qui est là, qui parle, il fait son bilan. Puis il y a un secrétaire de l'Assemblée qui est assis à l'autre bout, qui s'appelle Jean Hamel. C'était président de l'Assemblée. Président. Oh, président. Je t'ai vu, ce secrétaire. Je t'ai diminué, c'est effrayant. Et là, mon Marcel Jean, on n'a pas toutes les subventions qu'on voudrait. Là, on va être obligé de couper un poste. Puis il se retourne vers le président d'Assemblée. Et le président de l'Assemblée répond, je pense que nous aussi, Marcel, ça va ressembler à ça. Ça voulait dire que... il y a des enjeux financiers. Là. C'est clair que moi, je m'en cache pas. Puis, si vous saviez le nombre de représentations que je fais au niveau politique, nous, notre principal bailleur de fonds, c'est le ministère de la Culture et des Communications du Québec. OK? Ouais. Nos chiffres sont publiés, c'est public. On reçoit une contribution importante du ministère de la Culture et des Communications. C'est de l'ordre de 2,2 millions. OK? 2,2 millions. C'est important. Oui, c'est important. Mais quand on parle de formation pratique en audiovisuel, ça coûte de l'argent. Puis ça coûte de plus en plus cher depuis quelques années. OK? Puis cette somme-là, elle n'a jamais augmenté depuis 15 ans. OK? Donc, une somme qui n'augmente pas, c'est un budget qui diminue. Le gouvernement fédéral n'est pas présent dans le financement de l'INIS depuis 2009. OK? Patrimoine canadien, au moment où les conservateurs étaient en poste, ont coupé la subvention de l'INIS. Ils ne sont plus présents. Téléfilm nous donne du soutien financier, modeste, mais bienvenu. Le Fonds des médias a commencé aussi à nous donner de l'argent pour soutenir nos opérations, modeste, mais bienvenu. Mais il en demeure pas moins que par rapport au mandat qu'on a, par rapport à notre mission, avec un budget moyen d'ordre de 4,5 millions, on plafonne, tu sais. Puis de garder l'équipe en place. L'équipe en place, ça veut dire qu'on a une vingtaine d'employés. Bien, chaque année, il faut essayer d'augmenter. Nos salaires de plusieurs de nos employés sont modestes par rapport à ce qu'ils pourraient trouver ailleurs, mais qui restent parce qu'ils sont contents du climat de travail. Ils aiment ça. Mais il faut quand même qu'on les augmente. L'inflation des dernières années rend les choses difficiles aussi pour certains de nos employés. Alors, on conjugue avec une situation financière qui est délicate. Mais quand on regarde nos résultats, OK, dans le rapport annuel qui est disponible sur le site web de l'INIS, le message que j'ai signé, c'est « célébrer ce qui va bien ». OK? Pas d'inciter ce qui va mal, là, parce qu'on le sait ce qui va mal. Mais ce qui va bien, là, c'est qu'on a des taux d'inscription importants. OK? Nos cours à la carte, là, c'est 100% d'inscription. OK? On a une moyenne d'évaluation là, sur 10 là, de 9,4. Okay? Quand on prend l'ensemble des cours à la carte, l'ensemble des moyennes des gens qui ont coté leur satisfaction, on arrive à 9,4 sur 10. C'est bon, ça. C'est plus que bon. OK? Fait que, puis vous avez de nombreux films qui sont vus et reconnus. Sont vus. Puis quand on regarde, là, qui sont actifs en ce moment dans le milieu, Guillaume Lonergan, vous connaissez-vous Guillaume Lonergan? Comme étudiant au Collège Jean-Tyque, Guillaume Lonergan. Guillaume Lonergan qui signe Empathie. C'est un diplômé de l'INIS. C'est bon, Empathie. Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est une diplômée de l'INIS. Yann Lanouette-Turgeon, c'est un diplômé de l'INIS. Oui, Yann Lanouette. OK. Producteur, Antonello Cozzolino, c'est un producteur diplômé de l'INIS. Je pourrais vous en nommer là, des centaines comme ça. Des diplômés de nos programmes là, de 6 mois à temps plein puis du programme long de l'époque. Là. Il y en a 900 qui ont été diplômés de l'INIS. Tout le monde ne travaille pas dans le milieu, tout le monde n'est pas une vedette, mais
il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu puis qui occupent des postes clés en ce moment. Là. C'est clair que l'INIS a un rôle important à jouer. Non, oui. Mais il nous reste peu de temps. Mais il y a 2 aspects dont j'aimerais ça qu'on revienne. OK? Un, mais tu le parlais. Je veux dire, actuellement, dans l'audiovisuel, c'est en moyenne, parce que quand on parle avec les réalisateurs producteurs, ils nous disent c'est 10 %. On a en moyenne une baisse, je veux dire, au niveau financier de 10 %. Je veux dire, un projet devrait être de l'ordre de X, puis si on compare avec les autres années, on se retrouve avec 10 %. Donc, la formation actuellement, je veux dire, des étudiants, des gens qui vont recevoir à l'INIS, c'est de retrouver presque les valeurs fondamentales de ce qui était le cinéma québécois à son origine, d'être des débrouillards, des patenteux. C'est sûr. C'est sûr que c'est une réalité. C'est clair que... Mais c'est une réalité auquel vous allez devoir vous dédier pour les prochaines années. Ben oui, mais puis on s'en cache pas vis-à-vis, d'accueillir des étudiants. On a diminué le nombre d'étudiants accueillis par groupe, justement pour dire on va arrêter de mettre sous pression le milieu en sortant 18 étudiants d'un programme en cinéma à chaque année. Là. On a diminué ça à 9. Là, puis pendant la pandémie, c'était 6. Là. Ça fait qu'on a volontairement diminué le nombre d'étudiants pour éviter cette pression-là accrue. Mais ils ne sont pas dupes. Là. Quand on les accueille, on dit hey, là, vous faites une démarche, OK, avec la volonté d'intégrer un milieu où le contexte actuel est difficile. Il faut que vous soyez conscient de ça. Puis pour y arriver, ça veut dire du travail. Là. Puis on va vous faire travailler pendant que vous êtes à l'INIS pour que vous sachiez à quoi vous en tenir quand vous allez sortir. Mais c'est vrai que la réalité du milieu est difficile. Moi, j'ai croisé Raphaël Ouellette l'autre jour sur un plateau de tournage. OK? Raphaël, oui, il est venu à la station. Bon, puis... Tu sais, j'ai dit, hey, Raphaël, c'est incroyable, là. Tu tournes une série après l'autre. Tu dis, oui, je tourne, mais même si j'ai plus de projets, j'ai moins de jours de tournage qu'il y a 2 ans, 3 ans. Chaque projet est réduit en termes de jours de tournage, en termes de nombre d'épisodes sur une série. Pour la télévision, en tout cas, il en parle beaucoup aussi. Hein? C'est tout le milieu de l'audiovisuel est sous pression. Puis l'autre élément important, quelle est votre, je ne dirais pas ton opinion personnelle, mais votre position face à l'IA? Ça divise beaucoup. Oui. Parce que dans les faits, puis on aura beau dire qu'elle n'existe pas, mais c'est pas vrai. Non, elle va exister. Comment on prépare la nouvelle génération avec ces outils? On ne connaissait pas ça. On peut arriver à fabriquer un scénario en 30 secondes et selon certains codes, on va pouvoir reproduire des images dans quelques années. Nous, tu sais, puis je veux dire, est-ce que c'est la position... on n'a pas formalisé là, une position affichée sur notre site web pour l'instant. On est encore nous-mêmes en observation de ça. Mais c'est clair que pour nous, au départ, c'est que la création, au départ, doit être sous la responsabilité d'un être humain. Okay? Ça, c'est le premier élément. Okay? Qui est important. Oui, c'est déterminant. Le deuxième élément, c'est que l'IA existe comme outil. Okay? Ça, c'est le deuxième élément là, que nous, on défend, puis qui est démontré dans l'étude. Le troisième élément, c'est, oui, l'IA est un outil, mais encore faut-il l'utiliser de façon éthique et responsable. Okay? Donc, ça veut dire d'identifier si tu l'utilises, puis qu'il y a un usage là qui est... Parce qu'il y a tellement de types d'usage de l'IA. Entre retravailler un texte ou faire sortir un scénario complet, c'est deux choses, OK? Fait que, ben, quand il y a une production qui a été influencée de façon importante par l'IA, ça doit être identifié quelque part. Si quelque chose n'existe que par l'IA, il doit y avoir une clé numérique, un filigrane, peu importe, qui permet de retracer que c'est une production IA et pas quelque chose qu'un humain a créé. Mais par exemple, un scénariste qui travaille sur un scénario, qui bloque sur quelque chose, OK? Puis qui challenge Gemini ou ChatGPT, juste pour dire, mon personnage ici... OK, je pourrais, moi, t'envoyer un courriel, Guy, ou à toi, Pierre, dire, hey, je bloque là, puis tu me donnerais une réponse. Est-ce que ça fait de toi un influenceur ou un acteur déterminant dans la... Non. Bon, donc,
il y a un outil qui est utilisé, qui est l'IA, et qui a servi. Ah oui, OK, ça me met sur une nouvelle piste. Après, je retravaille. C'est pas de prendre copier-coller, de le mettre tel quel, mais tu sais, moi, je l'utilise pour certains documents où, tu sais, je bloque, je dis, comment je peux défendre tel argument? Je lui demande, il me ramène, hey, j'avais pas pensé à ça. Je retravaille, je le remodèle pour que la signature à la fin, ça soit celle de Jean Hamel, pas de Gemini, tu sais. Alors, c'est un outil. Il y a eu d'autres outils qui sont apparus par le passé. Quand la pellicule a été abandonnée graduellement pour le numérique, ça a créé un choc. Mon Dieu, oui. Ça a créé des transformations au niveau des métiers. En posant la question, je me rappelais au montage. Lorsqu'on a mis de côté la Steinbeck, puis qu'on est arrivé avec le montage numérique, c'était une levée de bouclier. Puis aujourd'hui, je veux dire, oui, il y en a quelques-uns qui travaillent encore avec la Steinbeck, mais je ne suis pas certain que les monteurs aimeraient revenir à l'ancienne méthode. Quoique ça avait ses bons côtés. Et c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il y a des défis d'éthique, il y a des défis, je veux dire, qui accompagnent la cinématographie actuelle et technique, puis il faut s'y poser. Puis le gouvernement a son rôle à jouer aussi, là. Puis pas, je dis mais les gouvernements, tu sais, ont leur rôle à jouer là-dedans aussi. S'il y a des réglementations, s'il y a des lois à établir, ben ils doivent être établis. Mais c'est sûr qu'on est face à des outils qui sont créés et développés par des entreprises américaines qui ont un contrôle là-dessus. Mais ça a souvent été le cas, je veux dire. Dans bien des outils techniques ont été créés par d'autres nations que nous, là. Fait que oui, on a toujours été dépendants. Après, il faut voir si cette dépendance-là est néfaste ou comment on peut la contourner, là. Je vous rappelle qu'on est avec Jean Hamel, directeur général de l'INIS. Il nous reste quelques minutes. Jean, on le mentionnait dès le départ, c'est le 30e anniversaire en janvier. En janvier. Avez-vous prévu quelques manifestations en quelques minutes? Ben là, je ne vais pas vendre des punchs. Là. Mon directeur des coms va pas être content. Mais c'est sûr qu'il y a différents événements qui vont avoir lieu. C'est sûr qu'il y a des collaborations, toujours, par exemple, avec les festivals. Il faudra aller d'abord on va rayonner. Pas seulement dans votre édifice. Non, pas seulement dans notre édifice, mais il y a des projets avec différents festivals avec qui on est de toute façon partenaire à chaque année, mais qui là, notre partenariat va être axé autour du 30e anniversaire. C'est ça. Il va y avoir une série de surprises. En janvier et février, là, on va annoncer notre programmation spéciale. J'ai bien essayé, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé dans les murs de l'INIS. Ben oui. Donc, c'est sûr qu'on va les mettre en valeur aussi. À la fois les bâtisseurs, là, que les Fernand est toujours là. Ben oui. Fernand, il va venir à notre salle de cinéma, l'inviter, il vient là. Je suis tombé en bas de ma chaise. Écoute, Fernand, j'osais avec ça il y a 30 ans, puis... Oui, toujours là, toujours actif. Il veut faire une classe de maître là, chez nous bientôt. Là. Ça va valoir cher, ça, une classe de maître. Merci beaucoup, Jean. C'est moi qui vous remercie. Ça fait très agréable. Oui, puis ça nous fait découvrir un peu l'INIS, parce que, comme tu le mentionnais, puis j'aime bien le mot bébite. C'est une bébite assez rare, même dans le monde du cinéma. On regarde l'INIS. Dans un écosystème, les bébites sont importantes. Toujours. Voilà. Merci, les autres qui survivent. Ils survivent le plus longtemps, ces bébites-là. Merci.